Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on a la joie d'avoir une table ronde cet après-midi en effectif resserré. Donc, on va avoir à la fois plus de temps pour présenter les concepts et plus de temps pour le débat avec la salle. Donc, je suis absolument ravie qu'on fasse cette table ronde autour d'un thème pas simple. Maintenir le capital naturel, qu'est-ce que cela veut dire et comment le faire? Pour en parler, on aura M. de Lasteyrie et Jacques Richard, que je laisserai se présenter avec toutes vos casquettes respectives, et un grand témoin à ma droite qui aura pour charge de nous interpeller avant les questions de la salle. Alors, quelques questionnements de départ. On va nécessairement devoir passer par un exercice de définition. Donc, je demanderai à vous deux vos définitions ou votre compréhension de ce que c'est que le capital, et a fortiori le capital naturel. Parce qu'on est en train de parler de maintenir le capital naturel, autant essayer de le définir. Est-ce qu'il s'agit du capital de l'entreprise? Est-ce qu'il s'agit d'un capital commun? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Est-ce qu'on parle de capital enregistré en comptabilité au bilan? Est-ce qu'on parle de capital financier? De quoi on parle? Donc, capital naturel, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas faire l'économie d'une définition si on veut essayer de se comprendre. Est-ce que par ailleurs ce capital naturel désigne la biodiversité, les écosystèmes, des choses prises individuellement ou des choses en interaction? Ce que Dorothée, tu disais, c'est-à-dire que le vivant a ceci de particulier, qu'il est un ensemble de relations entre des éléments d'un système. Donc un capital naturel, c'est pas simple, c'est pas une somme d'objets probablement, c'est quelque chose de plus complexe. Et ensuite, je vais vous amener sur comment préserver le capital naturel, par qui, et avec quels moyens. Alors par qui et avec qui, c'est pas exactement la même question. Donc par qui? Par les entreprises, par la puissance publique, par les citoyens. Donc maintenir le capital naturel en soi, ça nécessite de se poser la question de avec quels acteurs. Enfin, je vous poserai deux dernières questions à tous les deux, qui est entre le monde idéal et la réalité, comment se fixent des nouvelles boussoles pour essayer d'avancer? Donc le fossé entre l'idéalité et la réalité. Ça va nous amener à une question, en forme de conclusion, avant la réaction du grand témoin, qui est quelle gouvernance du capital naturel? Voilà. Qui serait légitime, efficace, aujourd'hui, demain, pour une bonne gouvernance du capital naturel? Quelle forme de coopération peut-on imaginer pour ce faire? Bon, donc c'est un vaste débat, on va sans doute surtout l'effleurer. Donc je vais passer la parole à M. de Lasteyrie sur toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est le capital naturel? Comment on fait? Ça doit être comme ça qu'on met le micro. Et merci infiniment, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité pour venir vous parler du rapport intégré. Et je veux dire que je suis extrêmement fier de parler dans ce lieu qui est l'Académie d'agriculture, où je vois que mon arrière-arrière-grand-père est devenu membre en 1798. Et donc c'est pour moi une sorte d'accomplissement de m'exprimer dans ce lieu. Merci beaucoup. Alors, le rapport intégré, je viens vous parler du rapport intégré parce que je suis le représentant de la profession comptable française à une organisation qui s'appelle l'IIRC. Et l'IIRC, c'est l'endroit qui rassemble toutes les parties prenantes qui ont travaillé sur ce concept et qui est maintenant une réalité du reste du rapport intégré. Alors, d'abord, peut-être pourquoi le rapport intégré? Et le rapport intégré, c'est une invention, c'est une création récente. On parle, les premières réunions de travail datent de 2008-2009. Les véritables projets commencent en 2012-2013. Le référentiel intégré date de 2013. Donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement récentes. Et pourquoi est-ce que ce concept a pris naissance? C'était clairement une réponse aux faiblesses de la comptabilité traditionnelle. Alexandre Rambaud a dit de façon extrêmement juste tout à l'heure que les IFRS donnent une vision incomplète et déformée de la réalité. C'était tout à fait vrai, c'est une vision qui est exclusivement financière. J'ajouterais que la comptabilité traditionnelle avant les IFRS était une comptabilité qui était principalement juridique. Alors, de ce fait, elle était assez facile à comprendre parce qu'on voyait ça bien, on traduisait des transactions en fait, on traduisait des objets, des transactions, c'était relativement simple à comprendre. Inversement, vous savez que c'était extrêmement incomplet. Et le rapport consolidé norme française
était déjà un peu plus complet parce qu'il envisageait les entreprises un peu plus dans leur ensemble et on introduisait un petit peu d'économie. Et puis ensuite on arrive aux IFRS. Alors je vais dire quelque chose qui est probablement très choquant, mais les IFRS pour moi c'est le saut dans une forme un peu délirante de comptabilité. La comptabilité ça vise à traduire quelque chose de compréhensible et les IFRS sont réellement quelque chose qui n'est pas compréhensible. C'est un langage d'initié qui est à peu près incompréhensible par le commun des mortels. Je défie qui que ce soit sur la base du rapport IFRS d'une entreprise de comprendre quelle est la nature de l'entreprise. Je voudrais prendre qu'un seul exemple, mais quand on voit que dans les principes d'IFRS de mettre par exemple la dette en juste valeur, ça signifie que quand une entreprise va mal, elle n'est pas capable de rembourser sa dette. Comme elle n'est pas capable de rembourser sa dette, évidemment les créanciers de cette dette lui attribuent une valeur plus faible, donc la valeur de la dette diminue, et comme la valeur de la dette diminue, et bien sûr l'entreprise fait des bénéfices. Donc une entreprise qui va mal fait des bénéfices. C'était un peu contre-intuitif, il fallait quand même y penser, il fallait l'inventer, puis il fallait en faire une norme. Les IFRS l'a fait. Donc voilà. Alors, il est clair qu'on est arrivé à un niveau de la formation financière. Alors, au-delà de ça, il y a plein de mérites, il y a plein de choses, il y a plein d'informations. C'est très riche, on trouve des tas de choses. Les quelques initiés qui arrivent à comprendre ce qu'il y a dedans trouvent effectivement beaucoup de choses et c'est sans doute très utile. Mais c'est en aucun cas un instrument de communication, même pas grand public, mais pour les personnes qui s'y intéressent. Et puis, l'autre particularité des IFRS, c'est que pour le coup, elle est vraiment totalement et uniquement financière. Et non seulement elle est financière, mais elle est financière d'un seul point de vue, qui est le point de vue de l'actionnaire. Même pas l'entreprise, l'actionnaire. Et donc on est sur une focalisation extrêmement précise qui correspond à des objectifs très, très précis, hein, qui est de savoir est-ce qu'il faut investir ou pas investir dans une entreprise, mais qui ne reflète en aucune manière l'image fidèle de l'entreprise, et encore moins de l'entreprise dans son environnement. Alors, ce constat, c'est vraiment la base de la création du groupe de travail qui était à l'origine du rapport intégré, et l'objectif du rapport intégré, c'est d'inscrire l'entreprise, de décrire l'entreprise dans son environnement. On ne va pas entrer ici dans le détail de tout ça, mais pour donner quelques grands principes, le premier principe, c'est que les rédacteurs du référentiel ont essayé de définir 6 capitaux, en disant qu'il y a 6 sources de capitaux que l'entreprise utilise. Ces 6 sources de capitaux, c'est le capital financier, évidemment, traditionnel, tout le monde connaît bien, le capital industriel, les usines, les biens matériels, le capital intellectuel, qui vont être par exemple les brevets, le savoir-faire, enfin un ensemble de choses, le capital humain, qui est les équipes de l'entreprise, et le capital social et relationnel, c'est-à-dire le réseau de l'entreprise, sa marque, son relationnel, et enfin, et on est au cœur du sujet aujourd'hui, le capital naturel, c'est-à-dire les ressources naturelles qui sont utilisées par l'entreprise. Et ce capital naturel a évidemment une place qui est particulière, parce que les 5 premiers capitaux, clairement, ont une contrepartie monétaire. Le capital naturel peut avoir une contrepartie monétaire, mais peut ne pas en avoir. L'entreprise consomme de l'oxygène, l'entreprise rejette du gaz carbonique. C'est a priori pas monétaire, sauf si on le rend monétaire. Mais a priori, c'est pas monétaire. Et néanmoins, c'est bien des capitaux qui sont consommés par l'entreprise. Et un des grands sujets qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de mesurer la façon dont l'entreprise le consomme. Alors, on a ces 6 capitaux. Et qu'est-ce que c'est que le rapport intégré? C'est de dire, je trouve ces 6 capitaux, l'entreprise va transformer ces 6 capitaux, elle va recruter du personnel, elle va utiliser des brevets, elle va avoir des usines, elle va avoir de l'argent, elle va faire des tas de choses, et elle va transformer les capitaux qui entrent. Elle va former son personnel, elle va définir de nouveaux brevets, elle va éventuellement construire des usines, elle va consommer des capitaux naturels. Et donc, on a les capitaux, les 6 capitaux à l'entrée, on a les 6 capitaux à la sortie, et l'objectif c'est de décrire comment est-ce que l'entreprise veut, quels sont les objectifs de l'entreprise, le business model de l'entreprise, transformer ces 6 capitaux et créer de la valeur ajoutée à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme.
Et donc voilà, le rapport intégré, ça vise à faire ça. Ensuite, il y a un certain nombre de principes. Les rédacteurs du référentiel ont voulu entrer dans une méthodologie. Ils se sont absolument refusés à donner un modèle. Ils se sont absolument refusés à dire, voilà, un rapport intégré, ça se présente comme ça. On commence par le premier paragraphe, etc., jusqu'au 61e paragraphe. Ils n'ont pas du tout voulu ça, alors que toute la comptabilité traditionnelle est faite comme ça. La comptabilité traditionnelle, on part d'un cadre extrêmement précis et on met l'entreprise dans ce cadre. Le rapport intégré, c'est pas ça. Chaque entreprise a son rapport intégré. Il est supposé traduire sa réalité, ses particularités, ses objectifs, ses ambitions, ses limites. Et par contre, il doit être fait d'une certaine manière. Et alors, le référentiel essaye de donner les principaux principes qu'il faut respecter pour établir un rapport intégré. C'est d'abord que le rapport intégré doit traduire les priorités stratégiques et les orientations futures de l'entreprise. Donc c'est un rapport qui est tourné vers l'avenir. Deuxièmement, il doit traduire ce qu'on appelle la connectivité de l'information. Tout est traduit de l'anglais, du coup c'est quelquefois un peu bizarre en français. La connectivité de l'information, c'est-à-dire comment est-ce que l'information qu'on donne, par exemple, sur la consommation des ressources naturelles aura un impact financier ou aura un impact sur le capital humain, sur l'utilisation de la composante humaine de l'entreprise. Le rapport intégré doit traduire, tout ça c'est des choses qu'on doit trouver dedans, les relations avec les parties prenantes de l'entreprise. Les parties prenantes, c'est tout l'environnement. Les parties prenantes, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est le personnel, c'est l'État, etc. Tous les gens qui d'une manière ou d'une autre interagissent avec l'entreprise sont des parties prenantes. Les voisins de l'entreprise sont une partie prenante, parce qu'ils peuvent par exemple subir une pollution. Ensuite, un des éléments essentiels, c'est qu'on doit donner une information pertinente, une information sélectionnée. On ne doit donner que des informations utiles. Alors on y reviendra tout à l'heure parce que ce n'est pas forcément très facile de savoir ce que c'est qu'une information utile. Mais en tous les cas, c'est une information choisie. Et ensuite, un rapport intégré doit être un rapport concis. Je vous disais tout à l'heure qu'on était en réaction des faiblesses des IFRS et de la présentation financière traditionnelle. Une histoire qui court, c'est qu'un des déclencheurs du rapport intégré, c'est l'année où le rapport de HSBC, la banque HSBC, est devenu tellement épais qu'il n'entrait plus dans les boîtes aux lettres britanniques. Et comme il n'entrait plus, ils se sont dit qu'il y avait un problème parce qu'ils avaient atteint la limite de ce qu'on pouvait faire. Donc il fallait trouver autre chose. Alors on s'est dit que le rapport intégré, on a dit qu'il devait être concis. Et on cite effectivement qu'un rapport intégré, ça fait 20 pages, 50 pages, des nombres de pages. 80 pages au maximum, mais qu'au-delà, on n'est plus dans un rapport intégré parce que c'est plus quelque chose qu'on va lire. C'est de l'information au kilomètre, mais c'est plus quelque chose qu'on va lire. Et puis, je vais presque finir, rassurez-vous. Dans les principes de méthodologie du rapport intégré, il y a la fiabilité et l'exhaustivité, on parle aussi de complétude de l'information, c'est-à-dire qu'un rapport intégré doit présenter les aspects positifs comme les aspects négatifs de l'entreprise. Il ne doit pas occulter des choses, il doit tout présenter et tout présenter de la manière la plus objective possible. Il ne faut évidemment pas que cet objectif soit un vœu pieux. Et puis enfin, et c'est le dernier principe, il y a un principe de cohérence et de comparabilité des données. Et la question de la comparabilité est tout à fait fondamentale parce qu'il faut à la fois pouvoir comparer les entreprises entre elles et puis comparer une entreprise dans le temps. Alors comparer une entreprise dans le temps, ça veut dire qu'un rapport doit être fait avec les mêmes méthodes d'une année sur l'autre. Ça, c'est des choses auxquelles on est relativement habitué parce que ça existe dans tous les modes de reporting comptable d'une manière ou d'une autre. La comparabilité avec les autres entreprises, c'est beaucoup plus compliqué, étant rappelé qu'il n'y a pas un modèle de rapport intégré et que chaque entreprise fait le rapport qui lui ressemble le plus. Évidemment, les entreprises ne se ressemblent pas forcément les unes aux autres. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du rapport intégré ? Les avantages, c'est évidemment cette volonté d'appréhender l'entreprise dans son ensemble.
Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour les concepteurs du rapport intégré, pour les personnes qui avaient travaillé là-dessus, en tous les cas clairement nouveau par rapport aux IFRS, qui n'avaient pas du tout cette ambition-là. Le rapport intégré, du reste, ça n'est que la face émergée de l'iceberg. Ce qui est essentiel, c'est la démarche. Et la démarche, c'est d'abord l'organisation de l'entreprise, la gouvernance, qui permet d'avoir une démarche intégrée. En anglais, il parle de integrated thinking, dans lequel l'objectif, c'est que l'entreprise se mette à réfléchir de manière intégrée et ne prenne plus des décisions sur un seul critère, mais sur la consommation et la transformation de l'ensemble des capitaux. Et c'est du reste très frappant, ça m'a beaucoup frappé de voir que les entreprises qui établissent pour la première fois un rapport intégré, les gens qui travaillent dessus disent je retrouve, on a cassé les silos dans l'entreprise. Les gens disent je retrouve une communication avec d'autres services où on se demande comment les décisions qu'on prend nous vont avoir un impact sur ce qui se passe chez vous. Et c'est quelque chose que les gens apprécient énormément parce que la plupart des entreprises ne sont pas organisées comme ça en fait. Et puis l'autre avantage du rapport intégré, c'est le fait que 2 minutes, parfait. C'est le fait qu'il y a à l'intérieur de l'organisation du rapport intégré énormément de parties prenantes. Et aujourd'hui, on y trouve effectivement des entreprises, des investisseurs, des autorités de régulation, des autorités de normalisation, des ONG et beaucoup des parties prenantes qui participent à ça. Et ça, c'est bien parce que ça évite d'avoir des chapelles et ça permet d'avoir quelque chose qui soit assez focalisé. Et alors, quelques mots sur les faiblesses et puis j'arrête là. Alors, les faiblesses du rapport intégré, la première, à l'évidence, c'est la contrepartie de vouloir être universel. C'est que le concept est un petit peu général et imprécis et que ça heurte un peu notre esprit cartésien de ne pas trouver un cadre très carré. Dorothée le rappelait tout à l'heure, le vivant n'est pas parfait, l'entreprise n'est pas parfaite, on ne peut pas la ramener à des choses absolument carrées, et la diversité des rapports intégrés traduit cette diversité des entreprises. Et le deuxième faiblesse, alors, parce que c'est comme ça qu'il a été conçu aujourd'hui, c'est que le périmètre du rapport intégré est normalement plus large que le périmètre juridique de l'entreprise. Forcément, parce qu'il faut tenir compte des clients, il faut tenir compte des fournisseurs. Si vous êtes un fabricant de vêtements, vous allez acheter du tissu. Et donc, il faut tenir compte de ce qui se passe chez les fabricants de tissus. Et donc, il faut une vision très, très large. La pratique du rapport intégré, c'est qu'on est quand même très proche du rapport juridique, parce qu'en définitive, le rapport intégré tel qu'il est conçu aujourd'hui s'adresse quand même principalement aux apporteurs de capitaux financiers pour leur donner une vision, certes holistique de l'entreprise, mais quand même du point de vue des apporteurs de capitaux financiers, qui n'est qu'une seule des visions possibles. Et puis, ensuite, il y a le problème de l'information pertinente, et j'arrête là. Il y a le problème de l'information pertinente. Qu'est-ce que c'est qu'une information pertinente? L'information pertinente, quelquefois, c'est un tout petit truc. Par exemple, quand vous avez un puits de pétrole dans le golfe du Mexique, dans 2010 ou un truc comme ça, la vraie information pertinente était de savoir qu'est-ce que vous dépensiez les années précédentes en frais de maintenance. Et est-ce que votre maintenance des puits de pétrole, il était bon ou il n'était pas bon? Et si vous aviez su que la maintenance, elle était insuffisante, eh bien peut-être que vous auriez eu une vision différente de l'entreprise. Je sais qu'il y a au moins un investisseur institutionnel en France qui avait vendu le titre BP à l'époque en 2008 ou en 2009, à cause précisément, non pas des frais de maintenance spécifiquement, mais parce qu'il trouvait que la face aux frais généraux dans l'entreprise était trop sévère, et qu'elle se traduirait forcément par des inconvénients. Donc il y a des investisseurs qui ont cette vision, mais c'est quelque chose qui est difficile. Écoutez, on pourra en parler pendant des heures. J'espère vous avoir donné une première image de ce qu'est le rapport intégré, et bien entendu, on pourra y revenir dans les questions. Merci beaucoup. Donc Jacques, je vais te reposer la question qui est le capital, c'est quoi? Le capital naturel, c'est quoi? La compta, ça sert à quoi? Et qui serait responsable du maintien d'un capital naturel? Alors merci de m'avoir invité, d'abord.
Alors, je suis donc Jacques Lichard, je suis professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, expert comptable dans un grand cabinet et ancien membre de l'autorité des normes comptables. Alors, mon propos s'adresse essentiellement à ceux qui veulent vraiment changer les choses en matière écologique. Et je pense qu'ils vivent un gros problème, sinon un drame. En effet, pour l'instant, on ne leur offre pas de méthode sérieuse pour une vraie solution aux problèmes écologiques qui sont posés. Au contraire, on leur propose des outils inspirés des optiques qui ont précisément créé le problème posé. Ceci dans le cadre de raisonnement développé par l'économie néoclassique et la finance moderne. Alors, parmi ces instruments que je critiquerai, je citerai les taxes environnementales qu'on doit à Picou, la fameuse internalisation des externalités inspirée des travaux de Coase, et conception d'ailleurs qui débouche aussi sur le fameux concept de prix du carbone, qui est lui aussi totalement inefficace, mais aussi les coefficients de Salpeter et également, alors là je discuterai avec monsieur de la série, l'intégrateur de reporting, qui est de la même philosophie. Alors tous ces instruments relèvent d'une vision qui cherche, et c'est généralement dit d'ailleurs avec fierté, à vouloir créer la valeur. C'est le leitmotiv. En fait, notamment à pouvoir se servir de la nature et des êtres humains tout en imposant une norme prédéterminée de rentabilité financière et le fameux coût du capital. Dans ce contexte, ce n'est pas le bon fonctionnement en soi de l'écosphère qui est visé, par exemple le fonctionnement de la biomasse, les cycles, mais bien l'optimisation des services qu'elle rend aux entreprises, ceci au profit d'une minorité de personnes. En d'autres termes, la logique qui est ici présente est de gagner de l'argent pour éventuellement conserver l'écosphère, et non de préserver l'écosphère pour éventuellement faire du profit. Alors, vous me direz, il est facile de critiquer ceux qui ont eu le mérite de faire quelque chose. C'est d'ailleurs l'argument fondamental, généralement, vous vous rendez compte, on fait des efforts. Même si ces instruments qu'ils proposent ne sont pas parfaits, c'est un euphémisme. Eh bien, en réponse, on va montrer que d'autres solutions concrètes existent, notamment des solutions comptables, qui ne sont jamais citées d'ailleurs. Alors, les disciplines comptables concernées, en matière environnementale, concernent les comptabilités non monétaires, par exemple la CV, l'empreinte écologique, les comptabilités en énergie solaire, qui sont encore moins connues, mais très intéressantes, et j'en passe. Mais aussi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, une comptabilité monétaire, plus exactement une certaine forme de comptabilité écologique inspirée de la comptabilité classique en partie double et non surtout des IFRS. Je veux parler du modèle CARE-TDL que j'ai eu l'honneur d'initier. Alors vous me direz, mais en quoi la comptabilité capitaliste, ou telle classique, peut-elle offrir une solution à ces problèmes écologiques? N'y a-t-il pas une erreur de casting? La réponse est qu'elle est basée sur un système ingénieux de conservation du capital financier que l'on peut réutiliser au service de la conservation du capital humain et, dans notre cas, du capital naturel. Vous savez, comme dans certains arts martiaux, se servir de l'arme de l'adversaire et lui retourner contre lui. En effet, les comptables qui ont fondé la comptabilité classique, lors de l'apparition du capitalisme, vers les années 1300-1400 en Italie du Nord, ont été des grands spécialistes de la conservation du capital, mais entendu, évidemment, comme le seul capital financier. Pour comprendre cette affirmation, faisons un retour en arrière de 6 siècles environ et montrons comment le fameux capitaine de l'industrie textile d'Attigny, de Florence, comptabilisait en 1399 sa mise de capital dans son journal comptable et au bilan lors de la fondation de son entreprise. Il inscrivait cette mise d'une part à gauche de son bilan à l'actif, en tant qu'espèce sonnante et trébuchante, et fait majeur, qui constituera ce qu'on appellera la partie double, en même temps au passif, sous le vocable de capital dû à sa personne. Étrange, double comptabilisation, quel est son sens? Eh bien, cette fameuse comptabilité en partie double va lui permettre de conserver son capital. Son capital est dû à sa personne. Il se considérait ainsi comme un créancier, creditor, de sa propre entreprise. Dans cette conception, le capital, il faut le souligner, n'est pas du tout un actif ou des biens concrets, comme le croiront la plupart des économistes, y compris Marx, mais une dette vis-à-vis du capitaliste lui-même. Et une dette, d'où la nécessité de conserver une somme abstraite d'argent pour, en quelque sorte, rembourser le capitalisme avant qu'on puisse parler d'un quelconque profit. Alors, je signalerai d'ailleurs que les économistes n'ont pas vu du tout ça. Smith a cru voir la main invisible des marchés, il n'a jamais vu la main visible des comptables. Quant à Marx, il a passé sa vie sur le cycle AMA et il n'a pas vu non plus ce qu'était le capital, tout au moins le capital des comptables classiques.
Et c'est ça, d'ailleurs, le problème, c'est que les économistes n'ont rien compris en général, sauf des exceptions. Notamment Capp, Passet, des gens comme ça, il faut leur rendre hommage, qui ont fait l'effort de voir ce que c'était que la comptabilité capitaliste. Voilà, alors le but du capital capitaliste d'Attini à l'époque, c'était de conserver son entreprise, c'était pas du tout de la vendre et de connaître sa valeur, de voir comment elle prenait de la valeur, pas du tout. Il s'agit de transférer son entreprise à ses fils. Excusez-moi. Et donc, la valorisation des actifs, qui est dictée par le capital passif qui est apporté, est une valorisation en coût d'achat, en concordance avec la mise en capital et non en prix de vente potentiel, comme cela est tant le cas dans l'économie de type boursier que véhicule l'idéologie des IFRS. C'est précisément ce système ingénieux de protection du capital au niveau de l'entreprise, un système jugé actuellement totalement ringard par les partisans des IFRS et la plupart des universitaires, que nous voulons appliquer à d'autres capitaux, et notamment au capital écologique, pour apporter une réponse efficace aux problèmes écologiques. Alors, capital écologique s'entendra évidemment comme une dette, et non pas comme un moyen. Une dette et un système à rembourser, en quelque sorte, on emprunte un système écologique, on doit le conserver systématiquement, sans discussion. Alors, reprenons cette idée d'extension de la partie double au passif du bilan dans la méthode Kerr-TDL. De la même façon que Dattini avait prévu au passif de son bilan un budget, un montant d'argent pour assurer la vie de son entreprise, on peut, dans une nouvelle comptabilité écologique, faire apparaître au passif du bilan un budget de coûts qui permettra la conservation de tel ou tel élément usé du capital naturel, si cela est nécessaire. Par exemple, un budget de coût correspondant à l'achat de fumier organique pour la restauration de sols usés par une entreprise agricole. On verra donc apparaître au passif du nouveau bilan, en plus du capital financier, un capital écologique, témoignant d'une dette de l'entreprise vis-à-vis de la nature, une dette écologique. On soulignera que cette conception repose sur le respect de limites ou de zones, de limites d'usage de sol, de l'écosphère, fixées par des scientifiques spécialistes de l'écologie qui jouent un rôle fondamental dans cette méthode, par exemple des sols. Donc, sans limite, il n'y a pas de méthode Kerr. À l'actif du bilan, on trouvera au moment de la comptabilisation du budget au passif le coût d'usage des actifs correspondant, notamment le coût d'usage du sol en question. Ce coût d'usage sera passé en charge, diminution profit, au fur et à mesure de l'usage et de l'usure de l'actif. Alors, M. de Saint-Denis avait posé la question de l'amortissement. Nous avons un amortissement du sol ici. La réponse est nette. Et donc, c'est révolutionnaire. Effectivement, j'ai appris, moi, en éducation, à ne jamais amortir le sol. On verra donc cette conception repose ce coût d'usage qui est passé en diminution de profit et de l'usure des actifs. On peut aussi traiter l'atmosphère et les gaz à effet de serre avec cette méthode et ça donne autant de coûts du carbone qu'il y a à l'entreprise. Rien à voir avec le fameux prix du carbone qui ne sera jamais efficace. Il vaut mieux se focaliser sur cette méthode qui a fait ses preuves et qui donne un coût du carbone relatif à chaque entreprise. Alors, on verra donc apparaître au compte de résultat une ligne de charge d'amortissement de la nature, une ligne de charge d'amortissement, je n'ai pas le temps, des humains, hein, aussi, par exemple, un concept de coût correspondant à un revenu décent, hein, et non pas un revenu minimum, etc., au passif. Donc, pas de profit fictif. Et bien évidemment, cette charge d'amortissement entraînera une rétention de fonds dans l'entreprise lors des ventes de produits, fonds qui pourront servir à réparer les atteintes à l'écosphère, et ceci dans le cadre de l'entropie inévitable. Avec ce système, en principe, il n'y aurait plus de dumping. Telle est grossièrement la nouvelle conception comptable écologique qui devrait logiquement remplacer les IFRS, des normes obsolètes et dangereuses qui constituent le seul vrai droit international actuel avec l'appui des États et des grands organismes internationaux. On notera qu'il s'agit d'un droit dur et sévère, réprimé pénalement, et non d'un droit mou comme celui qui relève de la RSE ou du droit international du travail. Comme quoi les libéraux aiment certaines contraintes quand il s'agit de défendre les intérêts du capitalisme mondial. On notera que c'est un droit qui est représenté par un code énorme, bien plus gros que le code du travail, qui paraît à côté bien fluet. Enfin, c'est un code, M. de la Série l'a dit, quasiment incompréhensible, à l'exception d'une élite de sachants, notamment d'auditeurs. J'ai sorti ce code pour vous montrer, j'ai pris une version légère parce que j'ai des problèmes de musculo-squelettiques. Si vous voulez le consulter, il est là, en anglais. Ceci dans le cadre, donc, évidemment, de cette conception
Et le Code du travail, je dirais, se lit à côté comme un roman de Zola. Il est très étonnant de voir que ce Code du travail fasse le holà quasiment l'adversaire numéro 1. Il y a beaucoup plus gros, beaucoup plus compliqué. Pourquoi ne pas s'attaquer à ce Code qui régit en fait le monde entier? Il faut dire les choses. Le pouvoir, il est là. C'est ce qui dicte toute l'économie mondiale. Les économistes passent après, ils rectifient. C'est tout. C'est la comptabilité qui dicte ce que les entreprises doivent faire. Alors, quelques mots maintenant pour terminer, pour comparer la méthode CARE et Integrated Reporting, et pour qualifier ce dernier. D'abord, l'Integrated Reporting ne mérite pas son nom. Il n'est pas intégré à une comptabilité comme le reporting découlant de CARE. L'IR cohabite avec les IFRS et ne les remet absolument pas en question. Pas du tout. Et donc, le capital financier dont parle l'Integrated Reporting est le seul capital qui est strictement conservé au passif du bilan comptable. Il faut bien voir la différence. M. Lasseri a mis sur un pied d'égalité les capitaux, ce n'est pas vrai du tout. Ils sont sur un pied d'inégalité. Fondamental. Alors, du coup, dans l'intégrateur de reporting, les autres capitaux, et notamment le capital naturel, apparaissent comme de simples moyens de stock d'actifs au service du capital financier et non comme des dettes remboursées intégralement. Ces capitaux, d'ailleurs, sont évalués en principe en juste valeur, avec toutes les conséquences décrites dans la méthode CARE et les problèmes des IFRS. Dans la méthode CARE, vous avez compris que c'est un coût de maintien des capitaux, c'est sérieux, il s'agit de maintien sérieux. Et enfin, dans ce texte, si vous le lisez, il n'y a pratiquement pas de référence à des limites à respecter ou des zones de limites. Donc le problème de l'usage de l'écosphère n'apparaît pas de la protection de l'écosphère n'apparaît pas véritablement dans l'Integrated Reporting. Ce n'est pas la conservation qui est à l'ordre du jour. Alors, pour en finir vraiment, la méthode CARE débouche sur une redéfinition drastique du concept de profit et permet, alors également pour M. Saint-Denis, une juste taxation. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une taxation correcte sans une comptabilité adéquate. La méthode CARE permet de voir si des entreprises vont respecter la conservation et celles qui ont fait des surprofits, qu'on pourrait taxer. Voilà une idée que je suggère en matière d'une nouvelle taxation. Cette méthode ne remet pas en question la question de la propriété privée. On s'est battu sur des questions privées, publiques, tout ça. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est la gestion et les normes comptables. C'est ça qui compte. La question que ce soit privé ou public n'est pas intéressante. De même, cette comptabilité reste avec un marché, mais un marché sous contrôle. Sous contrôle, d'ailleurs le marché actuel est sous contrôle des comptables, c'est évident. Le concept de coût est à la base du marché, il est dessus le marché. Et Smith n'avait pas vu ça, je suis désolé pour lui. Donc, par ailleurs, cette formule débouche sur une nouvelle gouvernance des entreprises. Je n'ai pas le temps de développer. Il est évident que, ayant 3 capitaux passifs, les représentants de ces 3 capitaux devront gérer l'entreprise à tous les niveaux. Tous les niveaux. Ils devront s'entendre pour gérer. Alors, je n'ai pas le temps de développer cette question fondamentale et qui est porteuse d'une nouvelle cogestion. Cogestion non pas à l'allemande, qui est bien, je dirais, peu percutante par rapport, mais une véritable cogestion écologique. La seule solution véritable pour la crise écologique qui empire. Et je terminerai en disant que ce n'est pas en faisant, comme on l'a suggéré ce matin, dialoguer les financiers entre eux qu'on arrivera à résoudre ce problème. C'est en s'attaquant au cœur du problème, au cœur de la comptabilité, au cœur du capitalisme qui est sa comptabilité. Merci de votre attention. Bon. Je vais donc proposer à Carole de tenir son rôle de grand témoin. Tu m'as dit, si je peux m'autoriser, dans le hall, oh là là, ça va parler de comptabilité, c'est un truc d'expert, c'est les normes, on n'y comprend rien. Je crois qu'on comprend d'autant plus qu'on n'y comprend rien. Néanmoins, que c'est un sujet fondamental. Mais tu es juriste, et donc on échangeait avant sur par où prendre le problème de maintien du capital naturel, maintenant qu'on sait ça.
Alors finalement, après vous avoir écouté, bon, je comprends qu'il y a un problème. Est-ce que je suis capitaliste ou pas? Est-ce que je suis dans le système actuel ou est-ce que j'en sors? Alors c'est vrai que je vais prendre le problème autrement. C'est vrai que je suis juriste et je travaille actuellement pour une grande entreprise qui est InVivo. Donc InVivo qui est le plus grand regroupement de coopératives agricoles en France, donc une entreprise capitaliste. Alors, tous les sujets qui sont abordés aujourd'hui, c'est-à-dire comment gérer le capital naturel, évidemment qu'on se pose la question forcément, puisque ce capital naturel, alors quelle que soit sa définition, en tout cas les ressources naturelles dans leur ensemble, eh bien finalement, nous dans le monde agricole, on les utilise en permanence. Et c'est parce qu'on les utilise qu'on peut mener à bien notre activité de production de l'alimentation. Alors, on nous reproche aujourd'hui de mal utiliser évidemment ce capital naturel, mais si on sort de cette polémique-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vos interventions résonnent finalement un peu différemment en moi. C'est vrai que ce qui m'interpelle dans votre approche, c'est effectivement cette volonté de vous intégrer dans une dynamique existante et puis d'insister sur le fait qu'il faut prendre en compte les parties prenantes. Et c'est vrai que si on demande aujourd'hui à l'entreprise alors de continuer à faire des profits, parce que ça reste encore sa finalité, en tout cas en droit, on lui demande aussi de s'ouvrir vers la société, de s'ouvrir vers l'extérieur et finalement d'intégrer les parties prenantes. C'est le sens des entreprises à mission. Aujourd'hui, c'est voir comment l'entreprise peut être utile différemment qu'en faisant des profits. Donc, on se pose évidemment cette question en interne chez InVivo, comment travailler notre raison d'être, qui sommes-nous, où est-ce que nous voulons aller, dans quelle direction, de quelle façon. Donc, ces questions-là, on se les pose. Et puis, effectivement, la gouvernance, c'est quelque chose d'essentiel parce que on va peut-être employer un gros mot, mais la gouvernance, c'est le partage du pouvoir ou pas. Donc, on est obligé de se poser la question. Alors, quant à la deuxième intervention, particulièrement véhémente, alors, je ne suis pas certaine d'avoir tout enregistré, parce que vous allez très 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 vite dans votre présentation, mais j'ai entendu ce terme de dette écologique. C'est-à-dire qu'il faudrait partir de cette idée que nous avons tous une dette envers la nature, ce capital naturel, et qu'il faudrait la rembourser. Alors, on a travaillé il y a très peu de temps sur le sujet des sols agricoles. C'est un petit ouvrage qu'on a intitulé « Les sols agricoles, un capital naturel à valoriser par les agriculteurs et leurs coopératives ». Et oui, on est parti de ce terme de capital naturel. L'idée, c'était surtout de mettre en avant le fait que l'on était face à une ressource qu'il fallait que l'on utilise, que l'on exploite, mais d'une façon responsable et durable, au sens transmission aux générations de demain, et voir comment concrètement des agriculteurs et leurs structures, des coopératives, pouvaient participer à la valorisation de ce capital naturel, une valorisation qui est différente et différenciée en fonction des territoires. Parce qu'il y a aussi ça, alors je crois que c'est vous qui l'avez précisé, c'est de dire que le rapport intégré est propre à chaque entreprise. Et effectivement, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que chaque entreprise doit mener un travail sur elle-même pour voir comment elle va pouvoir aborder ce capital naturel. Et nous, au travers de nos coopératives, évidemment, on peut toucher un maximum de territoires et on accompagne les coopératives pour avoir cette démarche territoriale, qui soit propre à chacun, j'ai envie de dire en fonction de l'histoire de leur propre capital naturel, mais aussi en fonction de l'histoire des hommes, parce que je crois beaucoup à la culture et très souvent, toutes ces évolutions que l'on souhaite ne sont pas reprises ou ont du mal à se développer pour des problèmes de culture, puisque l'environnement, c'est aussi un problème de culture. Je suis persuadée que la comptabilité également. Donc parfois, il faut changer les cultures, l'état d'esprit des hommes, avec un grand H, pour arriver à faire évoluer les outils. Je ne suis pas certaine que les outils seuls puissent faire grand-chose. Merci beaucoup, Carole, pour cette réaction. On va prendre des questions. Quelques questions de la salle. On va en prendre 2 ou 3 pour que les intervenants puissent réagir. Oui, bonjour. Mon nom c'est Charles Zinsou. Je suis doctorant à l'Université de Toulouse. Ma question s'adresse à M. Jean-Charles Lasteyrie.
c'est sur le rapport intégré. Sinon, j'ai eu à rencontrer, je travaille sur le sujet, je vais rencontrer des entreprises de moyenne dimension qui disent que le cadre élaboré par l'IRC ne leur est pas destiné. C'est difficile pour eux de mettre ça en pratique. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? On va prendre les deux autres questions que j'ai vues par là. Il y avait monsieur devant. Oui. Alors, moi j'aurais une question par rapport aux deux modèles, un rapport intégré et puis méthode CARE, c'est comment sont traitées les situations où finalement l'entreprise est dans une chaîne de valeur où elle est par exemple porteuse d'une marque et elle ne porte pas le coût sur la nature. C'est-à-dire typiquement dans le cadre d'importation de produits d'huile de palme par exemple, où le coût pour la nature va être en Asie et je vais l'utiliser pour faire des produits cosmétiques. Et une dernière question là-bas. Oui, Bertrand Séné. En fait, j'aurais voulu vous soumettre un cas concret. C'est le cas de Total, par exemple. On peut se dire que Total, c'est un des plus gros émetteurs de CO2, qu'il a un impact sur l'environnement qui est très très négatif, etc. Comment ça va être comptabilisé? Sauf que le problème, c'est que Total ne fait que répondre à la demande de pétrole qui vient des véhicules qui circulent, du chauffage au fuel, etc. Donc finalement, est-ce que c'est dans la comptabilité de Total qu'on doit mettre ça, ou est-ce que c'est pas à un autre niveau qu'on doit comptabiliser ça de façon à ce que finalement on arrête d'utiliser des voitures qui fonctionnent avec du pétrole et du chauffage au fioul? Et j'ai vu là-bas monsieur, on va prendre une quatrième, on va faire une première salle de réponse après. Oui. D'accord. Merci. Je ne voudrais pas du tout passer pour un défenseur acharné des normes ISIFRS. Ceci étant dit, les normes ISIFRS, on est d'accord pour dire qu'elles sont très compliquées, qu'elles s'adressent, que ce sont des normes qui voient la comptabilité comme s'adressant principalement à des investisseurs actuels, futurs. Au-delà de ça, à quoi sert cette comptabilité en normes ISIFRS? Est-ce que ça sert à déterminer le résultat fiscal? La réponse est non. Est-ce que ça sert à déterminer le dividende? Non plus. Ça sert a priori à informer les marchés financiers sur la santé d'une entreprise. C'est dommage d'avoir choisi ces normes-là pour faire cela, peut-être, mais ceci étant, ce n'est pas forcément très dommageable sur la question, en tous les cas, de la distribution de résultats et sur la question du résultat fiscal. J'entendais M. Richard proposer une méthode qui est celle de comptabiliser à l'actif, si j'ai bien compris, un droit ou une utilisation de l'environnement et en face un passif, une dette à l'égard de l'environnement. Non. On va se le redire du coup. Si c'est cela, ça existe malheureusement en normes ISIFRS. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais on va se le redire. Alors, on va réexpliquer le truc du coup. Okay. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en normes ISIFRS, lorsqu'on a effectivement une entreprise qui utilise un terrain et qui, par exemple, dans le cadre d'une usine de retraitement des eaux, prenons cet exemple, va détériorer le terrain, et si elle a l'obligation de remettre ce terrain en état, elle doit constater une dette vis-à-vis de ce terrain, vis-à-vis de la société finalement, et comptabiliser la contrepartie à l'actif. Est-ce que c'est pas ça la réponse finalement? Est-ce que ce n'est pas de créer plus de droits environnementaux qui se traduiront en comptabilité? Merci pour toutes ces questions, on va essayer d'y répondre. Voilà. Peut-être Monsieur de l'Astéry sur la question qui vous était adressée au début, sur l'application possible de ces approches à les entreprises de taille moyenne. Je comprends tout à fait le trouble des entreprises qui s'adressent à vous et sur l'application des IFRS aux entreprises, du reporting intégré aux entreprises de taille moyenne, parce que c'est vrai qu'on est dans un concept qui est globalement compliqué, polymorphe, avec beaucoup d'aspects. Si on n'est pas très familier avec ça, on peut être un petit peu mal à l'aise. Et cela dit, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Et il faut prendre dans les IFRS, dans les rapports intégrés, excusez-moi, parce que je pensais à la question, à la dernière intervention,
Il faut prendre dans le rapport intégré les concepts qui sont utiles à une entreprise et que l'entreprise mette ce qui correspond à comment elle se voit et comment elle se comprend et où est-ce qu'elle veut aller. Et si ça ne correspond pas tout à fait à l'ensemble du référentiel, c'est pas ça le problème. Peut-être Jacques, sur les questions de capital, de dette, de limite, je pense que ce serait bien de réexpliquer un peu, si tu veux bien, la prise en compte des limites directes et indirectes. D'abord, la comptabilité n'est pas un outil, c'est une philosophie. La question fondamentale est qu'est-ce que je veux protéger? Qu'est-ce que je veux conserver? Et donc c'est une question morale, philosophique. Ce n'est pas seulement un outil. Vous comprenez? C'est extrêmement important de voir ça. C'est un outil après, mais au départ, il y a une question fondamentale. Alors la question des parties prenantes. La méthode CARE débouche sur une nouvelle cogestion qui associe des apporteurs de capitaux. C'est beaucoup plus précis que la stakeholder theory qui met les clients, mais à la limite tout le monde est une partie prenante. Là, c'est une méthode tout à fait, je dirais, précise. Qui apporte la nature, les travailleurs et les financiers. Et c'est entre eux que se jouera les décisions de gestion. Sur l'idée du profit, d'aller vers des systèmes sans profit, c'est toujours éviter le problème. En réalité, ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est modifier le concept de profit pour toutes les entreprises. Et il est normal que les entreprises fassent des profits. Le vieux débat sur profit, non-profit, ça doit être complètement dépassé. Les capitalistes se frottent les mains quand ils entendent ce type de débat. Les chaînes de valeur, tout dépend du concept de contrôle. Il faut, en consolidation, on a des règles de contrôle. Est-ce qu'on a une influence ou pas? Et c'est ça qui doit dicter, je dirais, les responsabilités des entreprises. Alors parfois, c'est pas simple, mais les comptables savent faire aussi également ces problèmes. Quant à Total, là c'est une question fondamentale, mais déjà Total a pris la décision d'extraire, et c'est une décision fondamentale. Et cette firme aurait dû, depuis au moins 30-40 ans, compte tenu des avis qui étaient donnés déjà par des économistes sur la situation actuelle, réinvestir ses fonds d'amortissement dans d'autres investissements. Et ces fonds d'amortissement, oui. Et donc, elle a une responsabilité, elle est peut-être partagée avec d'autres, mais elle a une responsabilité fondamentale. Quant aux IFRS, déterminer la bonne santé du marché financier, mais justement, c'est ça le problème. Il ne faut pas déterminer seulement la bonne santé du marché financier, il faut déterminer la bonne santé de l'ensemble des capitaux qui sont utilisés. Et les IFRS, de ce point de vue-là, ne répondent absolument pas au problème. Ce sont des normes dangereuses et obsolètes, je répète. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Et c'est un droit comptable, d'ailleurs, qui est allé. Parce qu'on dit le droit, c'est la réponse à la dernière question. Vous avez indiqué un exemple dans lequel le droit oblige à réparer le terrain. Mais la comptabilité, elle devrait être considérée dans ce nouveau modèle et applicable comme un droit comptable. Il y a un droit comptable en France. Et on est obligé de conserver le capital financier, point à la ligne. Et on devrait avoir la même chose pour l'ensemble des deux autres capitaux qui sont des capitaux mis en tant qu'obligation de conservation au passif du bilan et non pas à l'actif. Mais j'ai vu que la tendance est tellement forte de considérer la nature et l'être humain comme un actif qu'à chaque fois que j'interviens en disant « mais non, c'est un passif, c'est une obligation de conservation, en latin percé en tant que tel », et on me dit « mais oui, mais c'est une ressource ». Non, ce n'est pas une ressource. Il faut sortir de cette vision qui considère l'être humain comme un élément instrumental. C'est ce que dit d'ailleurs le pape magnifiquement, François, dans son encyclique Laudato Si. Il critique d'ailleurs, je vous conseille de lire cette encyclique. Il y a une charge contre les financiers qui est bien plus vive que celle que j'ai faite aujourd'hui. Donc voilà, il faut sortir de ce modèle. Sinon, en fait, on a le choix entre avoir une progression vers un autre modèle dans une période, je dirais, de relative stabilité, ou alors on va vers une guerre civile, et là, on sera obligé d'avoir des révolutions drastiques. Ce serait dommage d'arriver là. Y a-t-il d'autres éléments de réponse, monsieur de la série, aux questions posées ou des réactions de Carole sur ces sujets? Je pense qu'on a... Enfin,
fait le tour un peu du sujet de modèles fondés sur l'extraction ou l'aggravement d'une dette écologique, qu'on a posé des questions sur la pensée comptable et les outils comptables qui sont derrière, sur la mise en œuvre. Donc est-ce qu'on parle de dialogue, est-ce qu'on parle de co-gestion de ces entreprises, comment on peut maintenir ou régénérer les capitaux, puisqu'on est en journée aussi avec des acteurs agricoles, qui est, si on est dans des situations où ces capitaux ont été affaiblis, c'est peut-être une question pour vous, Carole, comment on régénère ces capitaux. Non seulement on essaie de les maintenir, mais parfois on est obligé d'essayer de les régénérer. Comment est-ce que les acteurs économiques peuvent se saisir de cette question aussi? Voilà. Je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi, mais ce que je peux dire, c'est qu'en l'état actuel, c'est un secret pour personne. L'agriculture vit également une période de transition qui n'est pas simple. On voit bien que les modèles qui sont issus de l'après-guerre ont vécu, qu'ils doivent se transformer, mais comme dans toutes les périodes de transition, l'ancien modèle est toujours présent et le nouveau modèle se fait attendre. Donc il faut bien qu'on arrive à trouver une façon de se maintenir en attendant. Donc on est effectivement dans une situation qui n'est pas forcément très confortable, puisque on est toujours, on nous demande finalement de continuer de produire, malgré tout en abondance, en tout cas suffisamment pour nourrir les populations, avec une qualité qui soit suffisante, hein, puisqu'on a une obligation quand même sanitaire très forte, et puis de sécurité alimentaire, et puis en même temps, oui, il y a une demande qui est très forte de préservation de ce capital naturel. Donc il faut arriver aujourd'hui à trouver cet équilibre entre ce que l'on doit faire d'un point de vue alimentaire et puis ce que l'on doit faire aussi d'un point de vue de ce capital naturel. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait la réponse. En tout cas, on sait qu'il va falloir aller piocher des solutions un peu partout. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y aura pas une seule solution, il va y en avoir plusieurs. On ne pourra pas privilégier une solution plutôt qu'une autre. On le sait également, c'est pourquoi InVivo parle d'une agriculture de la troisième voie, hein, une voie médiane entre des extrêmes. Comment arriver à réconcilier peut-être l'inconciliable, mais en tout cas être plutôt effectivement motivé par des valeurs, des objectifs à atteindre, et puis de choisir les bons outils. Et c'est là où il faut qu'on soit très très agile, parce que les outils aujourd'hui, on en a plusieurs, et il faut agir en complémentarité. Et là aussi, de façon différenciée en fonction des territoires, c'est très important. Voilà un petit peu ce que je peux répondre. Dorothée, est-ce que tu souhaites qu'on prenne encore une ou deux questions? Oui, je voudrais juste dire un mot, si je peux me permettre. Il me semble qu'on touche des dichotomies extrêmement fortes. Or, on n'arrive pas, ici, vu de nous, on n'arrive pas à bien comprendre quelle est la logique de l'integrating reporting qui ne serait pas intégré. Est-ce que vous pouvez expliciter ça? Est-ce que c'est intégré ou pas intégré? Qu'on puisse vraiment aller sur le fond, parce que c'est pas vrai. On ne va pas arranger des intermédiaires. C'est l'un ou l'autre. Il y a vraiment, je crois qu'il faut être très très raisonnable là-dessus. On ne peut pas se raconter qu'on peut être entre les deux. Entre les deux, c'est un barricage. Nous, on cherche des boussoles. Écoutez, merci de cette question. Pour vous dire la vérité, je me préparais à dire en conclusion que pour moi, ce qui est essentiel, c'est la prise de conscience. Et pour la prise de conscience, tous les moyens sont bons. On est aujourd'hui devant une salle de personnes qui ont 10 ans d'avance sur la société. Si vous êtes aujourd'hui pour assister à cette réunion, si vous participez aujourd'hui à cette réunion, si vous avez organisé cette réunion, c'est parce que vous avez 10 ans d'avance sur la société et que cet enjeu absolument essentiel auquel on est confronté, vous en avez une perception tellement aiguë et que précisément vous avez organisé cette réunion et qu'elle va permettre de faire avancer les choses. Pour autant,
Je suis convaincu que l'essentiel, c'est la prise de conscience, au-delà de cette salle, dans la société, chez les décideurs économiques, les décideurs politiques, les relations internationales, les relations entre pays développés et pays moins développés, la supply chain dont on a parlé tout à l'heure, et que pour atteindre cet objectif de prise de conscience, tous les moyens sont bons. La méthode CARE que nous a exposée le professeur Richard est très utile. Elle permet de comprendre que l'approche financière seule n'a aucun intérêt et qu'elle est même dangereuse parce qu'elle est fausse. Le reporting intégré peut avoir aussi une contribution et aider les gens à comprendre que l'entreprise est dans un environnement et qu'elle transforme cet environnement et donc qu'elle est responsable de cette transformation. Même les vieilles IFRS que nous sommes tous d'accord ici pour critiquer considérablement peuvent avoir leur utilité. J'étais tout à fait intéressé par la question de la personne qui a quitté la salle depuis sur le fait de si on met des nouvelles normes environnementales, elles seront traduites dans les IFRS. Donc même les IFRS peuvent être utiles. Si on met des normes, des réglementations environnementales donnant des obligations aux entreprises, ça ira dans les comptes. Alors peut-être que personne n'y comprendra rien, mais il y a au moins une personne qui comprendra quelque chose, c'est les dirigeants des entreprises concernées. Parce que les dirigeants des entreprises concernées, les 800 pages qui sont là-bas, ils les connaissent par cœur. Et donc... en réalité, tout peut contribuer. Simplement, il faut poser le problème, il faut le poser de façon constante, il faut le poser sans timidité, sans agressivité, ça ne sert à rien non plus. C'est un problème commun, c'est notre bien commun qu'il faut qu'on fasse évoluer. On emprunte la terre à nos enfants, pour reprendre une expression bien connue mais qui est fondamentale, on emprunte la terre à nos enfants et on devra leur rendre en bon état. Et donc voilà. Je ne suis pas sûr que la réponse est entièrement satisfaisante. Mais... Si, monsieur de Lasteyrie, votre réponse est extrêmement constructive. Elle est très intéressante et je la prolongerai en vous demandant de préciser, au fond, les dialogues qui n'ont pas lieu aujourd'hui et qui devraient émerger, selon vous, et entre quels acteurs pour avancer. Alors, ça, c'est aussi une question difficile parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se limiter à des acteurs. Jean-Dominique Senard et Nicole Notin ont fait un travail très utile parce qu'ils sont interrogés sur la finalité de l'entreprise. Il est clair quand on met dans le Code civil que l'entreprise c'est fait pour faire des profits, c'est tellement réducteur que c'est atrophiant pour l'entreprise et atrophiant pour la vision de l'entreprise. C'est bien plus que ça une entreprise. On ne peut pas non plus se limiter aux entreprises. Les décideurs politiques ont à l'évidence une importance majeure sur toutes ces questions-là, mais on ne peut pas laisser les seuls décideurs politiques avancer parce qu'ils ne le feront pas, et ils ne le feront pas si ça les empêche d'être élus, c'est aussi simple que ça. Et pour qu'ils soient élus, il faut que la compréhension de cette problématique soit suffisamment intégrée dans l'ensemble du corps social pour qu'en défendant ces problématiques-là, effectivement les décideurs politiques soient élus, et à ce moment-là, on aura quelque chose qui avancera. Et c'est vrai aussi des relations internationales, quand on entend le président, enfin les déclarations du président américain, encore qu'elles se sont un peu amodiées ces derniers temps. Mais on voit qu'il commence à avoir une prise de conscience mais on part de Mathusalem, quoi. Donc il y a quand même pas mal de siècles à rattraper. Mais c'est tout le monde en réalité. Merci. Peut-être, je ne sais pas, Jacques, si tu as une dernière chose à dire. Je vous entendais dire qu'on a 10 ans d'avance dans cette salle, je ne sais pas. Moi, je partage pour le coup une impression. Je pense qu'on a 10 ans de retard, si ce n'est pas 20, par rapport à la crise écologique dans laquelle on est enfoncé, que la génération dont je suis, qui est une génération intermédiaire, je ne sais pas si c'est celle de la troisième voie, mais c'est une génération qui est un peu entre les structures existantes et les projets émergents, et dans la grande difficulté de créer des activités économiques viables, créatrices d'emplois, de valeur, en préservant le capital naturel ou en le régénérant. Ça, c'est le défi auquel on se colle, nous, au groupe SOS et chez Femmes d'Avenir, qui est, est-ce qu'il existe une économie dans les limites de ressources? Est-ce que cette simple question, est-ce qu'on a eu le début de l'idée de comment on le fait? Une économie créatrice d'emplois avec des gens qui peuvent manger, travailler, élire des hommes politiques ou des femmes politiques. Donc moi, je suis très partagée sur ça. Je pense que l'urgence doit inciter à des expérimentations et des innovations de rupture. J'entends la nécessité du dialogue. Je pense aussi qu'il est urgent aussi de se réinventer pour préserver, voire pour régénérer le capital naturel face aux enjeux écologiques. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Jacques, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Je dirais que
évidemment, je crois que ce genre de débat est extrêmement important et devrait être multiplié pour qu'il y ait au moins une mise en, je dirais, c'est un peu un mot fort, mais confrontation de différentes hypothèses de sortie de l'impasse. C'est extrêmement important qu'il y ait ce débat et qu'il y ait des publications dans des sphères différentes pour qu'ensuite les gens prennent leurs responsabilités politiques. Je vous donnerai les motifs d'optimisme. Le Conseil économique et social et environnemental, dans sa section agricole, a recommandé l'expérimentation du modèle CARE. Ceci pour les concerne la compétitivité des entreprises agricoles. D'ailleurs, dans ce vote-là, le MEDEF a voté contre la proposition de l'application de la méthode CARE, ainsi que la FNSEA, et pour une fois, les grands syndicats ouvriers se sont dit d'accord. Donc, il y a des éléments positifs. Et pour terminer aussi, je signalerai le cas de la Malaisie. La Malaisie, c'est un petit pays qui a réussi à faire fléchir les IFRS. La norme IAS 41 des IFRS était un véritable brûlot, puisqu'elle favorisait l'évaluation des plantations, des VA et autres, sur la base d'un prix de vente actualisé des services futurs, c'est-à-dire des futurs dans 25 ans, des ventes. Et donc on avait une actualisation des ventes dans 25 ans, on ramenait à la période actuelle, voilà un exemple de danger des IFRS, et on avait des possibilités d'inscription au bilan de bénéfices potentiels actualisés, et on aurait pu, les actionnaires pouvaient demander, je vois le bilan, il n'y a pas de raison, donnez-moi les dividendes. Je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qui a été donnée. La Malaisie, par ses dirigeants, notamment pressés par le monde agricole, a fait des campagnes contre les IFRS, et les IFRS ont été obligés, l'ISB est obligé de reculer et de donner comme option le retour au coût historique, celui qui est défendu dans la méthode CARE. Donc si ainsi un tout petit pays, par sa décision politique, arrive à, je dirais, briser le monopole que s'est donné les IFRS, qu'est-ce que ferait une alliance de la France et de l'Italie et de l'Espagne face à cette situation? On peut très bien, en nombre d'années relativement court, s'il y a un mouvement politique et une conscientisation de tous ces problèmes, comme grâce à vous on le fait, je pense qu'on peut retourner cette situation. Merci, je crois que... Merci.